J'ouvre tout de suite le second débat de ce sens public consacré aux aides publiques versées aux entreprises françaises. 211 milliards d'euros en 2023 selon la commission d'enquête du Sénat. À quoi cet argent a-t-il servi? Comment mieux contrôler, conditionner ces aides? Avant d'en débattre, Audrey Vuettaz nous raconte comment les sénateurs ont traqué les milliards. Tout est parti de deux annonces successives. Fin 2024, Auchan puis Michelin suppriment des milliers d'emplois en France, après avoir pourtant touché des aides publiques. Au Sénat, une commission d'enquête transpartisane se met en place et auditionne notamment les 33 patrons des plus grands groupes français. Mais il y a un premier obstacle. Entre subventions ou crédits d'impôt, impossible d'y voir clair dans le méandre des aides publiques versées aux entreprises. Si on se tourne vers Bercy, si on se tourne vers les directions générales, vers l'administration centrale, personne n'est capable de nous fournir vraiment un tableau de bord réel qui nous dit tant d'argent a été utilisé. Donc ça, on l'a fait. Et on l'a fait en utilisant les moyens qui nous étaient mis à disposition ici au Sénat, avec des experts. Les sénateurs parviennent à un chiffre. 211 milliards d'euros d'aides ont été versés aux grandes entreprises en 2023. Mais très vite, des critiques s'élèvent jusqu'à Matignon. François Bayrou, alors Premier ministre, dira même que le Sénat additionne des carottes et des sèches-cheveux. Pour le président LR de la commission, il ne faut pas se braquer sur le chiffre, mais regarder le détail qui se justifie. Dans les 211 milliards, vous avez déjà 77 milliards d'allègements de cotisations. Ça, c'est pas de la subvention, c'est de la compensation, de manière à essayer, parce qu'on n'y est pas encore, mais essayer de maintenir une certaine compétitivité de nos entreprises par rapport au coût du travail. Après, il y a des subventions pour à peu près 40-41 milliards, mais ces subventions, ce n'est pas anodin. Les subventions, elles servent notamment à faire en sorte qu'on puisse mettre en place des politiques publiques voulues par l'État. Pour la Commission, il y a surtout un manque de transparence et d'évaluation de ces aides. Et ça pose un problème. Parce que si on n'a pas de réelle évaluation, nous-mêmes parlementaires, on n'est pas suffisamment informés sur le fait de savoir tel dispositif, est-ce qu'on doit ici voter une amplification du dispositif, une diminution, voire une suppression du dispositif. Les sénateurs recommandent aussi de conditionner les aides publiques au maintien de l'emploi en France ou encore de déduire le montant des aides perçues des bénéfices à reverser aux actionnaires. Les entreprises françaises sont-elles trop aidées ou trop taxées? À quoi ont servi ces milliards, ces 211 milliards? Le chiffre du Sénat, on en débat avec Caroline Michel-Aguirre. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Nouvel Obs, auteur avec Mathieu Aron de ce livre qui reprend finalement et qui va plus loin que l'enquête du Sénat. Le grand détournement, comment milliardaires et multinationales captent l'argent de l'État. C'est chez Alary. Fabien Gay, bonsoir et bienvenue. Sénateur communiste de la Seine-Saint-Denis, vice-président de la Commission des affaires économiques, et vous étiez l'un des rapporteurs. Le rapporteur, c'est vrai, et il y avait aussi à côté de vous le sénateur LR Olivier Rietmann qui était président de la commission d'enquête, d'où mon erreur. Commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants. J'accueille Virginie Calmels, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes présidente de Croissance Plus et présidente fondatrice de cette école digitale Futura Éducation, école digitale pour les métiers de demain. Et Jean-Sébastien Ferjou, évidemment, éditorialiste Sens Public. Et je dis aussi, vous êtes chef d'entreprise puisque vous êtes le fondateur, le directeur du site Atlantico. Vous pouvez vous aussi réagir, vous le savez, poser vos questions. Je serai en quelque sorte votre porte-parole en flashant ce QR code qui s'affiche sur votre écran. Alors, on va commencer par le constat et on va partir un peu dans les chiffres forcément. 211 milliards, c'est l'aboutissement du travail que vous avez mené pendant plusieurs mois. Aides publiques aux entreprises atteignent au moins, c'était un chiffre plancher, 211 milliards d'euros en 2023. Dans votre livre, Caroline Michel-Aguirre, vous parlez de 270 milliards d'euros par an d'aides directes et indirectes. Peut-être qu'on peut essayer d'expliquer ce décalage. C'est pas rien, 60 milliards de différence. Oui, bien sûr. Il s'explique tout à fait. D'ailleurs, comme vous l'avez souligné, le Sénat parle d'un chiffre plancher. On est sur les chiffres de 2023, c'est-à-dire les données les plus récentes. Il faut d'abord préciser, comme l'a très bien montré la Commission et comme on l'avait découvert avant en enquêtant, que ce chiffre n'est donné partout dans le budget, n'est nulle part, dans le budget de l'État. Il faut aller fouiller un peu partout, reconstituer un puzzle pour arriver à un chiffre global. La différence, elle tient à plusieurs chiffres. D'abord, et sans faire trop technique,
les sénateurs ne prennent pas en compte, par exemple, les exemptions fiscales. Vous savez que ces dernières années se sont développées des manières de rémunérer sans payer de cotisations patronales. On peut parler des primes d'activité. Nous l'avons pris en compte parce que nous considérons que c'est l'État de l'argent qu'il ne collecte pas. Après, il y a une dimension aussi sur les aides fiscales. Et quand on relit bien, nous, on en prend 110 milliards d'euros au total. Le Sénat en prend moins, 80 et quelques milliards au total. La différence, elle est probablement sur des taux de TVA, considérant que... Voilà. Et le dernier gros paquet, ce sont les subventions. Et là, il y a 2200 et quelques dispositifs. Les sénateurs ne prennent pas les subventions locales ni européennes. Mais tout ça démontre que c'est un maquis, une jungle, un trou noir de dispositifs qui se sont empilés. Dont on va parler. Et je vais donner la parole au sénateur Olivier Reitman qui explique effectivement cette surprise, cette incapacité de Bercy à donner des chiffres. On a eu déjà alors ce qu'on pourrait appeler une surprise quand on a commencé les auditions, notamment de l'administration centrale et de Bercy, c'est de voir qu'il n'y avait aucun tableau de bord et que personne n'était en capacité réelle de nous donner un chiffre sur une année 2023 de ce qui était alloué à l'accompagnement, à la compétitivité, enfin les sommes qui étaient allouées aux entreprises en France. Donc on est allé... Ça a été un vrai travail de fourmi, notamment par nos administrateurs qui ont fait un vrai travail. Et on est allé par des questions, par des envois de mails, plusieurs allers-retours, notamment avec Bercy, pour aller chercher des informations sur différents points, etc. Fabien Gay, si vous posez aujourd'hui la question à Bercy, est-ce que vous avez les chiffres 2024 en 5 minutes ? Probablement pas, et c'est ça le vrai sujet, parce que bon, on va parler du chiffre parce que je vois qu'il inonde les plateaux de télévision, que beaucoup d'éditorialistes, encore Le Figaro hier, commentent le rapport sans jamais nous donner la parole. Moi, il n'existe pas de définition précise. 2267 dispositifs, personne ne s'y retrouve, ni les entreprises d'ailleurs, ni l'administration, ce qui est un problème, sans transparence. Ce qui est un vrai sujet. D'ailleurs, les 33 PDG auditionnés et Patrick Martin se sont déclarés favorables à la question de la transparence. Et on a une vraie question, c'est le suivi et l'évaluation. Et on devrait plutôt parler de ces questions-là, plutôt que de s'écharper entre nous sur le chiffrage. Alors, moi je démarre avec ça, mais on ne va pas y passer tout le débat. Non, mais dont on peut continuer à discuter. Je rappelle que notre rapport s'est basé sur 2 rapports qui font l'unanimité. Et Rexecode l'a dit, qui n'est pas... un outil de propagande néo-marxiste. C'est l'étude du CLERC, des économistes lillois, qui chiffre à 205 milliards, et celui du haut-commissaire au plan de 2020, qui s'appelait François Bayrou, et qui, lui, disait 223, et qui, à l'époque, comptait les exonérations de cotisations patronales. Donc moi, je crois qu'il faut regarder la masse, et après, il nous faut débattre véritablement des 26 recommandations que nous faisons. Je veux bien vous entendre, Virginie Calmès, sur ce chiffre. Est-ce que vous contestez le chiffrage ? Oui, alors, pourquoi je le conteste ? En fait, le sujet majeur, c'est de savoir ce qu'on appelle aide. C'est ça le problème, parce que finalement, tout le monde a raison selon la définition qu'on met derrière des aides. Et on est quand même un pays magnifique, où quand on a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de l'OCDE, quand on a les impôts qui sont les plus lourds sur les entreprises, quand on se compare, en fait, on met dans des aides des exonérations fiscales. C'est-à-dire qu'on vous taxe, on vous taxe, on vous taxe, mais quand finalement... Et c'est un gouvernement socialiste qui a commencé à le faire avec le CICE. On dit, oulala, on est tellement en problème de compétitivité de nos entreprises qu'il va falloir, quand même diminuer l'imposition. À ce moment-là, on considère que ça, c'est une aide. Donc, le problème, il est déjà dans le vocabulaire. Après, on pourra toujours être d'accord. Des additions font toujours le même chiffre, sauf que qu'est-ce qu'on additionne ? Donc, il y a ce premier problème. Vous parliez du Haut-Commissariat au plan. Ils ont sorti une étude en juillet qui est de l'ordre de 112 milliards. Non, c'est pas tout à fait vrai. En fait, ils donnent une fourchette, 111 milliards, et quand on prend la totalité, on ne sait pas bien pourquoi ils communiquent sur 111 milliards. Si, on sait pourquoi. Au lieu de s'écharper sur les montants, puisqu'on voit bien, moi je pense qu'il faut revenir quand même à ce qui devrait tous nous inquiéter. C'est comment l'État est géré. Parce que le vrai problème, c'est que si nous, chefs d'entreprise, on gérait l'État, nos entreprises, comme l'État, ne pas être capable de dire
effectivement le chiffre exact avec un tableau clair et un suivi. Ne pas avoir de transparence, ne pas avoir de conditionnalité. Quand vous êtes un chef d'entreprise et que vous investissez, vous savez pourquoi vous investissez. Vous avez une prévision, vous avez un ROI, vous avez des éléments chiffrés. Donc ce qui est très inquiétant derrière tout ça, et je pense qu'on y reviendra, c'est qu'on fait croire d'abord, et moi ça me choque, que les entreprises seraient des profiteurs du système, alors qu'en fait le système d'aide, entre guillemets, je mets vraiment des guillemets, est là pour compenser des aberrations économiques. Et un peu, pardon de vous interrompre, mais c'est un peu ce que dit l'un de nos téléspectateurs, Guillaume de Beauvais, manque de transparence et de coordination dans la gestion des aides publiques. Est-ce que ça ne traduit pas finalement un déficit démocratique ou institutionnel dans notre gouvernance économique? C'est aussi ça, votre constat? C'est tout à fait ça. C'est que nous disons qu'il faut gagner des gages de compétitivité et un gage de démocratie, recréer du lien entre les citoyens, l'entreprise et les salariés, par la question d'abord de la transparence, le suivi, l'évaluation, et qu'ensuite on débatte dispositif par dispositif. Mais juste un mot, parce que c'est beaucoup commenté, et je vois le tir de barrage qui est effectué. D'ailleurs, parce qu'il y a deux choses qui sont une écharpe dans le pied aujourd'hui des libéraux. C'est l'attaque Zucman, donc la soif de justice sociale et fiscale qui s'exprime largement dans le pays sur la question des ultra-riches. Rappelons les 1800 foyers fiscaux. On est très loin des 4 500 000 entreprises et entrepreneurs du pays. Et la question du rapport aux entreprises. Moi, je vous le dis, je pense qu'on est comme en 2005. C'est-à-dire que, inversement et proportionnel, un certain nombre d'éditorialistes, tous les jours, matraquent que le rapport n'est pas bon, que, encore dans le Figaro hier, le rapport communiste est spécieux, est inutile, l'attaque Zucman, oh là là, quelle aberration. Et la soif de justice sociale et fiscale qui s'exprime largement dans le pays et qui soutiennent d'ailleurs les recommandations, tant la question de la taxation des ultra-riches que la question de la transparence, de la conditionnalité, du suivi et des évaluations mais les chefs d'entreprise ne sont pas opposés à davantage de transparence, voire, je vais vous surprendre peut-être, à la suppression totale des aides si demain on avait simplement quelque chose, alors là, j'espère que vous seriez d'accord, ce serait transparent, ce serait un taux de fiscalité qui soit compétitif et surtout ce serait pour tous. Alors que les aides, c'est pour quelques-uns. Vous avez beaucoup d'entrepreneurs dans notre pays qui touchent zéro aide. Parce qu'il faut aller le chercher, c'est complexe. C'est une aide aux très grandes entreprises. Et tout ce magma coûte beaucoup d'argent in fine à tout le monde. Caroline Michel-Aguirre, je pense qu'on peut peut-être s'appuyer sur des exemples, parce que effectivement, c'est les grands groupes qui bénéficient. Alors évidemment, en masse, c'est pas absurde, mais c'est aussi parce qu'ils ont les moyens d'aller chercher toutes les aides. Exactement, ce point est central et c'est une des révélations qu'on a eues dans notre livre. C'est que le système est fait de telle sorte qu'il profite davantage aux grandes entreprises qu'aux petites, dont on pourrait intuitivement penser qu'elles en ont le plus besoin, qu'elles ont plus besoin de soutien. Donc ça pose deux questions. Ça pose la question de la légitimité. Donc des exemples. On revient tout le temps sur LVMH, mais c'est un exemple qui parle à tout le monde. LVMH, en 2023, 15 milliards d'euros de bénéfices, 6 milliards de dividendes distribués, dont 3 milliards pour M. Arnault et sa famille, 275 millions d'euros d'aide publique, dont 193 millions d'exonération de cotisations patronales. Est-ce bien nécessaire? C'est sur une catégorie de salariés. Enfin, c'est ce que disait Virginie Calmel. C'est juste qu'on crée un système, on essaye de donner de l'oxygène à un malade qu'on est en train d'asphyxier plutôt que de le laisser respirer tout seul. Allez-y, je pense que monsieur LVMH n'est pas en train d'être asphyxié. Un autre exemple. Et regardez les différentes maisons qu'il y a chez LVMH. Il y a certaines maisons, les tarifs douaniers sur les alcools, ça ne vous aura pas échappé. Et il y a différentes maisons chez LVMH, dont certaines sont très rentables. Caroline Michel-Aguirre conclure sa démonstration. Allez-y. Un autre exemple qui pose la question de la légitimité et du retour sur investissement, qu'en effet, n'importe quel investisseur privé rechercherait. ST Microelectronics. Numéro 1 des microprocesseurs dans le monde, formidable, champion européen, de 487 millions d'euros d'aide publique en 2023, 220 millions de dividendes aux actionnaires, moins de 100 000 euros d'impôts sur les sociétés versés en France, j'en ai perdu le fil du coup, ils avaient annoncé la suppression de 2000 emplois. La question
qui est posée. C'est celle de la conditionnalité, de la légitimité et de l'efficacité. C'est que quand vous avez un système que seules les grandes entreprises qui peuvent optimiser, ST Microélectronique, ça a son siège en Suisse, qui peuvent optimiser, qui peuvent payer des chasseurs de primes, qui vont détourner 20% des subventions, eh bien le système n'est pas efficace. La question n'est pas de ne pas aider les entreprises. Personne ne veut ça. C'est d'être efficace sur la dépense. Nous, les entrepreneurs, on ne réclame pas d'être aidés. Au contraire, on réclame simplement de jouer dans la cour qui est internationale. Avec une fiscalité qui soit à peu près la même que vos concurrents. Vous l'avez déjà dit, donc je redonne la parole à Fabien Gay. Est-ce qu'il faut... Alors, c'est un peu radical, mais j'entends la démonstration. Exclure les très grandes entreprises de ces systèmes-là, ou est-ce que ce serait contre-productif ? Je crois que ça ne serait pas constitutionnel. D'accord. Je le crois. Donc il y a un débat. Mais par contre, je l'ai dit à Patrick Martin, puisque j'ai été invité à l'université d'été du MEDEF. D'ailleurs, j'ai été applaudi par une partie du patronat. Parce que le patronat, il est divers. Et j'ai rencontré beaucoup de petits patrons qui m'ont remercié du travail que nous avons effectué, parce que, effectivement, je partage avec vous une chose. Plus on est petit, moins on a accès aux aides. Et d'ailleurs, on propose, nous, la création d'un guichet unique au niveau régional pour que des entreprises, et les plus petites, celles qui ont besoin d'aide, aient un accès facilité. Donc, la vraie question qui choque, André, c'est qu'on a des grands groupes, comme Michelin et Auchan. Vous avez vu hier que, d'ailleurs, les salariés ont traîné devant les tribunaux la famille Muliez et ils ont gagné. Ils ont gagné Auchan, les salariés d'Auchan. On peut les féliciter. Grande dignité dans leur lutte. Ils ont fait casser le plan social devant les tribunaux. Ce qui choque, c'est qu'on a des grandes entreprises qui pratiquent leur achat d'actions, versent des dividendes, touchent des aides publiques massives et licencient en même temps. Ça, je le redis et je vous le dis, comme je l'ai dit à Patrick Martin, c'est inentendable, inexcusable pour la masse des gens. Donc, quand on est face à cela, il faut conditionner plus fortement, et on a une proposition choc, que vous devriez d'ailleurs soutenir, parce qu'elle parlerait y compris aux salariés, aux syndicats et aux petits patrons. On déduit la masse des aides publiques du montant distribuable aux actionnaires. L'argent public doit servir l'emploi et la localisation en France, pas les actionnaires. Et on éviterait les scandales à répétition que nous avons connus. Ça, par exemple, merci, vous devriez le soutenir. Alors, votre réaction à ça, est-ce que c'est une idée ou est-ce que finalement, les actionnaires, ils servent aussi, faut pas l'oublier, à mettre de la fluidité dans l'argent dont bénéficient les entreprises? Allez-y. J'ai pas dû être assez clair. On est encore en train d'essayer de créer des usines à gaz. Nous, on voudrait simplement que la France raisonne autrement que par sans arrêt le concours Lépine de la taxe ou de l'optimisation de l'aide. On voudrait de la simplicité et surtout, je voudrais, moi, qu'on ait le même constat. C'est qu'il y a un dysfonctionnement profond au niveau de la gestion de l'argent public. Mais c'est pas que sur les entreprises. Vous avez fait ce travail et on peut vous le saluer pour... ça a pris du temps. Redites-le. Mais vous savez, moi j'essaye d'être objective. Donc vous avez fait un travail. On peut le contester une fois encore sur la définition du mot aide. Mais moi j'attends que vous fassiez le même travail sur tout ce qui coûte si cher en France, qui sont les dépenses sociales. La vérité, non mais c'est pour stigmatiser personne, c'est juste pour se rendre compte. Si, je finis mon propos. C'est pour se rendre compte que si on gère aussi mal l'argent public, comment voulez-vous que nos concitoyens ne se disent pas qu'en fait, il y a une gabegie épouvantable? Là, vous citez des exemples qui sont effectivement contestables. Il y a des personnes qui, à certains moments, mais ça marche aussi sur les retraites. Vous avez des gens qui sont décédés et qui touchent encore des retraites. Vous avez des gens qui ont quitté le territoire et qui touchent les retraites. En fait, ce que ça démontre, c'est qu'on est mal organisé, que l'argent public est très mal géré dans son ensemble, sans doute sur les entreprises, mais également dans la sphère sociale. Oui, mais c'est capital parce que le débat aujourd'hui, il est encore de créer, regardez la taxe Zuckman, vous venez, cher sénateur, de rementionner quelque chose. Ne rentrons pas dans ce débat, on l'a déjà fait cette semaine et ça va nous manger trop de temps. Une nouvelle usine à gaz. Bon, peut-être. Et personne ne saura la alors vous savez, je vais vous montrer quelque chose. J'ai prévu plein d'éléments, mais je m'en doutais, j'ai plein d'éléments, des sonores, etc., des réactions. Je me disais, de toute façon, ça va démarrer et puis je perdrai la main. Mais après tout, c'est mon job aussi de suivre mes invités. Allez-y. Monsieur Hugues, je ne veux pas casser votre chemin de fer. Vous savez que j'ai du grand respect pour Public Sénat et les journalistes. Mais je veux répondre juste à cet argument-là. Allez-y.
vous dites le taux d'imposition est extrêmement élevé et on a l'impression que c'est les entreprises qui contribuent le plus au budget d'État. C'est faux. Un peu moins que les ménages. Moins que les ménages. Et en réalité, c'est d'abord la TVA. On va laisser parler le sénateur. Voilà. Et c'est la TVA, et c'est-à-dire l'impôt le plus injuste qui est payé par tout le monde indifféremment, que vous soyez précaire, pauvre ou ultra riche. Donc c'est la première question. Et la deuxième, je vous le redis, le taux d'imposition est de 25, c'est vrai. Mais on a un modèle social dont on devrait être fier parce qu'il est un élément de compétitivité. Et je vous le dis, si nous arrêtons cela, il faut dire dans quel modèle de société vous voulez vivre. Alors, dans quel modèle social vous voulez dire? Est-ce que c'est celui de l'Inde, du Bangladesh? Mais non, je vous pose la question, parce que chaque fois... Excusez-moi, si regardez le Luxembourg ou l'Irlande... Bon, vous savez quoi, je vais être autoritaire, je vais reprendre la main, parce que ça tombe bien, on va consacrer un débat au modèle social français, ce sera la semaine prochaine, ce sera mardi. Vous avez évoqué... peut-être, qui sait, vous serez peut-être invité. On va se poser la question, effectivement, du niveau d'imposition subi par les entreprises françaises, parce qu'il y a eu, alors pas de hasard dans le calendrier, mais les Échos qui publiaient ce matin une étude de l'AFEP, l'Association française des entreprises privées, et je propose à Quentin Calmet de venir nous éclairer sur cette communication. Rebonsoir Quentin, l'AFEP qui regroupe les 117 plus grands groupes de France. Voilà, les grands patrons qui veulent peser dans le débat public, surtout au moment où se pose la question de prolonger ou non la surtaxe que les grands groupes payent sur leurs bénéfices depuis le dernier budget. Ce matin, donc, l'AFEP, une association qui se revendique elle-même comme la voix des grandes entreprises sur son site internet, elle a invité les journalistes pour présenter une étude sur la contribution économique et sociale des grandes entreprises françaises à l'économie nationale en 2024. Les membres de l'AFEP représentent 13% de la valeur ajoutée en France et 19% des impôts et taxes sur les entreprises. Il n'y a pas de doute sur le fait que les grandes entreprises s'acquittent largement des prélèvements obligatoires en France. C'est ce qu'a dit Nicolas Ragache, qui est le chef économique de l'AFEP. Et pour ce lobby des grands groupes, alourdir encore leur taxation aura des conséquences potentiellement délétères pour l'économie française. Voilà, l'AFEP qui donne les chiffres de leur partage de la valeur ajoutée au sein des 272 milliards d'euros de valeur ajoutée qu'ils rapportent à l'économie française. 60% sont dirigés vers les salariés, disent-ils, 20% vers l'investissement, 5% vers les actionnaires, 15% vers l'État. D'où cette conclusion toujours du chef économiste de l'AFEP. Si les prélèvements obligatoires s'étendent, cela aura automatiquement un impact sur la répartition de la valeur ajoutée et donc des conséquences sur les salaires, l'investissement et les montants versés aux actionnaires. Cela aura aussi des conséquences sur la croissance, l'innovation et les impôts futurs. On le voit, cette discrète association créée au moment des grands mouvements de nationalisation en France en 1981, elle a décidé de peser dans le débat budgétaire. Habituellement, ces études étant envoyées aux ministres, elles sont maintenant directement présentées aux journalistes. C'était même la première fois que cette association tenait une conférence de presse aujourd'hui. Merci beaucoup, Quentin. Caroline Michel-Aguirre, c'est vous qui avez enquêté sur les sommes touchées par les entreprises. Est-ce que cet argent, il a aussi servi à éviter des licenciements, à mieux rémunérer les salariés, pour reprendre les arguments qui viennent d'être évoqués? Alors, on peut regarder avec attention, pour commencer, un rapport de l'INSEE qui est sorti la semaine dernière sur le taux d'imposition réel des entreprises. Le taux d'imposition réel des entreprises, c'est celui, une fois qu'on a déduit les aides, etc. Il est de 17% en moyenne, il est de 21% pour les PME et de 14% pour les grandes entreprises. Donc, les grandes entreprises ne payent pas en proportion autant que les petites entreprises. Mais si elles pèsent plus lourd dans le dynamisme, même si on voudrait qu'il soit un peu plus fort, de l'économie française, pourquoi pas à ce moment-là? On pourrait se dire ça. Il faut des grands groupes, il faut des champions internationaux qui vont embaucher, qui vont créer de la croissance. Alors, le principe en France, c'est que chacun subvient en fonction de ses moyens, et c'est bien le principe de la Constitution, en fait. Donc, on peut changer la Constitution, mais c'est pas prévu comme ça. Le deuxième point, je termine, c'est que la politique de l'offre qui a été menée depuis une quinzaine d'années, qui a commencé en effet sous François Hollande et qui s'est beaucoup accélérée sous Emmanuel Macron, elle a contribué à baisser de manière extrêmement drastique l'impôt sur les sociétés, le coût du travail. Je dirais que le différentiel essentiel aujourd'hui pour les entreprises, le poids supplémentaire, ce sont les impôts de production que les entreprises étrangères n'ont pas. La réduction de 3 points de PIB qu'on trouve dans certaines études n'a pas permis d'avoir les effets promis. C'est-à-dire que cette réduction du différentiel aurait dû, par
par exemple, relancer l'investissement des entreprises. C'est une courbe qu'on voit sur l'INSEE qui est très fluctuante, mais qui, au final, est assez flat. Bon. Cela aurait dû diminuer l'emploi. Non, parce qu'il faut faire... Pardon, mais vous oubliez toujours, il faut faire de la contre-factualité. C'est qu'aurait été le taux d'investissement des entreprises sans ces aides-là, dans le contexte économique dans lequel nous vivons. Comment vous pouvez-vous me prouver l'inverse? Parce que, en fait, vous mélangez en permanence... Non, vous mélangez en permanence des patates et des carottes. Parce que je veux bien que, d'un côté, on considère que les allègements de charges soient des aides aux entreprises, mais ça ne rentre pas dans la fiscalité des entreprises. Ce sont les charges qui expliquent la différence entre le salaire net, ce que touche le salarié, et le coût total pour l'entreprise. Un employeur qu'il va repayer les sauf que ça, quand vous dites 14% de fiscalité sur une entreprise, vous ne comptez justement pas toutes les charges qui pèsent sur le travail. C'est quoi les charges? Donc on est en permanence en train de mélanger tous les concepts, parce qu'en réalité, on se trompe de débat. Monsieur Guay, je pense qu'on peut se rejoindre sur une chose. Non, mais j'ai pas compris ce qu'étaient les charges. Mais justement, les charges... Vous les comptez comme une aide aux entreprises. C'est quoi les charges? C'est pas un impôt. Ah, c'est les cotisations patronales. Donc une part... Et salariales, ils sont la même chose. Une part du salaire des travailleurs et des travailleuses. Mais c'est quoi, monsieur? Non, c'est pas une charge. C'est une part du salaire. C'est le financement de notre modèle social. Vous y êtes attaché, tout le monde y est attaché en France, et on est bien en train de dire qui est contributeur au financement du modèle social. Vous vous rappelez tout à l'heure que, mais les entreprises sont très largement contributrices, les ménages via la TVA, vous avez raison, beaucoup et ensuite... Plus. Beaucoup plus. Non, on est à 3%. Oui, en pourcentage, si on reprend, on est à 3% d'écart. Moi, je veux bien le trumpisme. Et s'ajoute évidemment l'impôt sur le revenu. Mais il ne faut pas oublier qu'au fond, tous ceux qui sont contributeurs, ils le sont grâce à un emploi, puisque sinon les autres ne payent pas d'impôts. Et donc les emplois, ils sont créés par qui? Et ça, vraiment, je voudrais vraiment qu'on remette l'accent là-dessus, parce qu'on a l'impression que tout ça profite aux actionnaires. Vous avez vu la déclaration de la FEP, mais ça marche sur toutes les entreprises. Dans la richesse, elle est créée par qui? La richesse, elle profite d'abord à l'emploi. Non, elle est créée les entreprises, mais par les entrepreneurs, par les agriculteurs, par les commerçants, par les travailleurs et travailleuses. Parce que quand ils s'arrêtent, il n'y a pas de richesse qui est créée. Mais c'est bien ce que nous disons la même chose. Personne n'a créé l'entreprise. C'est-à-dire que le commerçant, l'artisan, le salarié dans l'entreprise, simplement, il a besoin d'un entrepreneur qui crée l'entreprise et qui va derrière créer de l'emploi. On n'a pas encore vu une usine fonctionner sans travailleurs et travailleuses. Par contre, des usines qui fonctionnent sans patron, on en a vu plein. Monsieur Guay, c'est caricatural. Mais non, mais c'est pas caricatural. Rencontrer d'entreprise dans la rue, pardon. Une entreprise, c'est une somme d'individus. La même personne qui est salariée peut aussi être actionnaire de sa propre entreprise. D'ailleurs, on devrait faire plus de participation. Je peux répondre à votre question qui était intéressante. Fabien Guay, ensuite je reviens vers Jean-Sébastien. Parce que, est-ce que, de fait, la question que vous posiez était la question intéressante. Est-ce que cet argent crée ou pas de l'emploi, soutient l'activité? Aujourd'hui, je vais vous le dire, on est incapable d'y répondre. Parce qu'il n'y a peu ou pas de suivi ni d'évaluation. Et vous avez raison sur votre question. Alors, on est d'accord, il n'y a pas de contrefact. C'est-à-dire qu'il faudrait aider une entreprise A et ne pas aider une entreprise B et voir si la A crée plus de richesse et plus d'emplois que contrairement à la B. Comme nous, on fait A, B, C, D, E, F et qu'on a 2267 dispositifs, plus personne, on ne sait rien. Par contre, il y en a une, vous l'avez cité tout à l'heure, le CICE. Ça a été réclamé par le patronat, à l'époque de François Hollande. D'ailleurs, attendez, je vais au bout, je vous ai pas coupé. Qui a été réclamé par Pierre Gattaz, vous vous rappelez, 1 million d'euros, 20 milliards par an. Il y a eu les 100 milliards, 1 million d'emplois. 1 million d'emplois contre 20 milliards, on va y arriver. Le dernier rapport de France Stratégique, là aussi, pas une officine néo-marxiste. Rapport de France Stratégique qui est devenu le Haut-Commissariat au plan. Le dernier rapport qui a été donné d'ailleurs à François Hollande, qui a refusé de venir devant la commission d'enquête, mais qui a répondu à vos confrères et consoeurs de complément d'enquête. On lui a remis 100 000 emplois contre 100 milliards d'euros. On est loin du 1 million d'emplois prévus. Donc là, on a une vraie question, c'est que l'argent n'a pas permis, contrairement à ce que vous développez sur la politique de l'offre et la théorie du ruissellement, de créer 1 million d'emplois. Pardon, Virginie Calmès. Mais il résume ma pensée qui n'est pas ma pensée. Oui. Donc c'est un peu désagréable. C'est-à-dire que vous caricaturez. Vous dites la politique de l'offre, etc. On ne veut pas d'aide, on veut juste des... Vraiment, mais c'est très important parce que j'ai l'impression que vous n'entendez pas. C'est-à-dire que vous partez du principe que les grandes entreprises réclameraient encore davantage d'aide, etc. C'est pas vrai. On voudrait juste être
en situation d'avoir déjà un État qui fonctionne, qui arrête de prélever justement les entreprises, les salariés, les gens qui créent de la richesse, parce qu'il y a trop d'impôts dans notre pays, parce qu'on gère mal l'argent public. On a entendu, merci, vos arguments à l'une et à l'autre. En faisant croire que les entreprises se gavent, alors que le vrai problème, c'est qu'on ne gère pas bien l'argent public. On l'a déjà pourrait dit. Faire des économies. Mais les grandes entreprises ne paient pas l'impôt qu'elles devraient. Monsieur le sénateur. Jean-Sébastien, vous ne remettez pas en cause le travail qui a été fait par le Sénat, l'importance de ce travail, on est bien d'accord? Mais certainement pas. C'est le rôle du Sénat ou du Parlement de manière générale de contrôler effectivement l'efficacité des politiques publiques, leur évaluation. Et le livre de Caroline Michel est très intéressant de ce point de vue-là, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas d'évaluation. Donc le sujet n'est pas là. C'est juste que moi j'entends quand même autre chose. On est dans un moment où chacun, c'est pas chacun cherche son chat, c'est chacun cherche sa baisse de dépenses publiques. Donc chacun voit des profiteurs partout. Donc la gauche s'est trouvé un nouveau profiteur, c'est les entreprises. Et moi, j'y entends quand même une petite musique qui ressemble étrangement à un remix de la lutte des classes, parce que c'est considéré par principe que les entreprises seraient des riches, ce qui est déjà absurde. Allez voir, tout le monde n'a pas la chance, comme vous, Monsieur Gay, d'être à la tête de l'entreprise la plus aidée de France. Non, mais ça, c'est une fake news. L'humanité. Non, je ne crois pas quand on regarde les subventions. Mais non, mais c'est une fake news. Jean-Sébastien, il ne fallait pas ouvrir le chapitre l'humanité, parce qu'on va perdre le fil de votre... Un Trumpiste. Pas du tout, monsieur. Les chiffres des subventions sont publics. C'est faux. Et je vous répondrai demain avec précision. Vous relayez la propagande de l'extrême droite. J'en suis bien malheureux. Alors on va rappeler que vous êtes directeur de l'humanité à titre bénévole. D'accord. Et je rends une partie de mon indemnité parlementaire. Et l'extrême droite m'attaque depuis 2 mois sur le patron le plus aidé de France. Pardon. Quand on voit le chiffre de son résultat. Mais c'est faux. Et je vous répondrai. Alors, vous êtes un Trumpiste. Et c'est bien dommage pour vous que vous relayez ça. On va fermer la parenthèse, parce que là, c'est votre faute, Jean-Sébastien. Vous avez ouvert cette question de l'humanité. On perd le fil. Par qui vous êtes financé, vous, Atlantico? Oui, monsieur, par des entrepreneurs, notamment de la Galaxie Croissance Plus. Mais tous les éléments sont publics. Ça serait intéressant de savoir par qui vous êtes financé. Parce que nous, tout le monde le sait. Mais vous? Effectivement, tout le monde le sait, vous êtes financé principalement par des aides publiques. Mais toutes les à 10% de notre chiffre d'affaires. Et j'en suis fier, parce que ça fait vivre le pluralisme des idées de la presse. Parce qu'autrement, il n'y aurait que des gens comme vous qui auraient droit à la parole. Mais bien sûr que non, parce que précisément on pourrait remettre la concurrence à zéro, et que précisément tous les médias soient à égalité, et soit tout le monde a des aides, soit personne n'en a, mais ça n'est pas comme ça. Il y a 567 titres qui en ont des aides. Je vous parlais très vite, Jean-Sébastien, de cet esprit de lutte des classes qui s'est installé. Juste un exemple pour voir comment on fait ce calcul sur les allègements de charges qui seraient en réalité des aides. Appliquons la même logique aux ménages. On prend le taux maximal d'imposition, puisqu'on semble considérer qu'à partir du moment où il y a un taux maximal qui existe, tout appartient à l'État. Donc à 45%, c'est le taux marginal d'imposition. Le produit théorique par rapport à ce que les Français déclarent, ce serait 660 milliards d'euros. Or, l'impôt sur le revenu, il ne rapporte que 88 milliards. C'est donc qu'il y a 572 milliards d'aides aux ménages. Est-ce qu'un seul ménage dans ce pays, est-ce que les Français se disent que l'État leur donne comme cadeau 572 milliards par an? Ça montre bien qu'on s'est enfermé dans une logique qui passe totalement à côté du sujet. Allez, je voudrais revenir, et je vais me tourner vers vous, Caroline Michel, pour s'appuyer sur un certain nombre d'exemples, et d'exemples un peu concrets. Il y en a un qui est intéressant, je trouve, dans votre livre, c'est le groupe CMA-CGM, qui est un géant mondial, et on doit se satisfaire ici d'avoir des géants mondiaux qui sont des entreprises françaises. Il faut aussi le rappeler. Géant mondial du transport maritime de marchandises. Il y a un système qui s'appelle la taxe au tonnage. Vous nous expliquer pourquoi c'est potentiellement problématique? Alors, CMA-CGM, c'est un des leaders mondiaux du transport de fret par bateau. Et depuis un certain nombre d'années, il profite d'une niche fiscale très particulière qui fait qu'il n'est pas imposé le groupe sur l'impôt sur les bénéfices, mais sur le tonnage de ce qu'il transporte. Ce qui fait qu'après le Covid, avec des bénéfices complètement records, il n'a quasiment pas payé d'impôts sur les bénéfices, ce qui a conduit à un manque à gagner. Cette niche fiscale coûte en gros 5 milliards d'euros à l'État français par an depuis sur les 3 dernières années. Alors,
est-ce que c'est légitime ou pas? On peut quand même se poser la question. Pourquoi cette entreprise, qui est certes confrontée à la concurrence internationale, ne paye pas au moment où elle fait des bénéfices records le montant, juste pour donner un ordre d'idée, 5 milliards d'euros, c'est pour une seule entreprise. On va donner un exemple. Pour le crédit d'impôt recherche, qui profite en priorité aux grands groupes, mais à 22 grands groupes, enfin une dizaine, c'est 8 milliards d'euros. Donc, pour tout le budget. Pour tout le monde. Vous vous rendez compte qu'une seule entreprise, le déséquilibre concentre, et c'est plus que, par exemple, le crédit d'impôt pour l'emploi de salariés à domicile. Ok, d'accord. D'employés à domicile. Je voulais qu'on raconte cet exemple parce que c'est intéressant. C'est légal. Ah oui, tout ça est légal. C'est légal. Donc est-ce que c'est de la responsabilité de CMA-CGM ou des législateurs ou des gouvernements d'avoir laissé ce... Et juste en rappelant quand même que CMA-CGM a perdu pendant les 25 années qui précédaient. C'est-à-dire que vous raisonnez toujours en statique. Vous raisonnez comme si les profits, c'était une fois qu'une année on les avait plus. Il y a des vraies questions, je suis d'accord avec vous, qui se posent sur ce modèle-là. Mais on oublie que les entreprises ne gagnent pas de l'argent. Sur ce point, juste permettez-moi citer un grand patron très très gauchiste, c'est M. Pouyanné, qui devant la commission d'enquête du Sénat dit « Il ne serait pas absurde de demander aux entreprises qui font des bénéfices de rembourser les aides. » Et d'ailleurs... C'est ce que font nos amis européens. Je vais reposer ma question sur la responsabilité finalement du législateur ou des gouvernements d'avoir laissé un système comme celui-là si ce système est absurde ou coûte si cher à l'État. De toute façon, c'est une question politique et c'est le législateur et les gouvernements. Mais vous avez raison de dire que ça, c'est la prose. Vous avez le droit d'être le porte-parole de CMA-CGM. C'est votre rôle. Qui dit pendant 20 ans on n'a pas gagné de l'argent. Il oublie une chose, M. Saadé. Prison permanente, ça ne grandit pas le débat. Sébastien Ferjou, merci. S'il vous plaît. Il oublie de dire une chose, M. Saadé. Sur les 20 dernières années, 3 fois il a été renfloué par l'État. 3 fois la BPI est venue à son soutien. 3 fois. Ça vous dérange moins que les aides au pluralisme de la presse. Donc il y a une question. C'est que lorsqu'on a un crédit d'impôt, quel qu'il soit d'ailleurs, qui bénéficie à 97% à un seul acteur, parce que CMA-CGM nous a donné le chiffre, c'est 5,7 milliards. Le deuxième, c'est 12 millions. Vous voyez ? Donc on a une telle différence. Il peut se poser une question, est-ce que nous devons faire perdurer un crédit d'impôt comme le crédit d'impôt jeux vidéo qui bénéficie à 80% à un seul acteur? Est-ce que nous devons faire contribuer? Mais après, et je contrebalance ce que je dis, M. Saadé a raison en disant il y a une question, c'est que la taxe au tonnage, elle est aussi quasiment mondiale. L'ensemble des pays le font. Donc si nous vous ne le faites pas, vous aurez une difficulté. Le cœur de la question, le cœur de la question, mais ceux qui nous écoutent, et notamment les ménages les plus défavorisés, ceux à qui on va demander des efforts, ils se disent mais en fait on vit dans un pays qui marche sur la tête. On a une classe politique qui a laissé faire des choses absurdes. On avait M. Bayrou qui, juste avant de quitter Matignon, a déclaré sur une chaîne concurrente entre 8h30 et 9h le matin, que l'AME devrait peut-être être corrigée de la balnéothérapie. Donc on se dit, mais que font les gens qui nous gouvernent s'ils laissent perdurer des anomalies? Parce que ça choque tout le monde. Et c'est choquant quand il s'agit d'un étranger en situation irrégulière qui bénéficierait de la balnéothérapie ou de prothèses auditives ou de lunettes, tout autant que quand une grande entreprise bénéficie d'aide de l'État, alors que finalement, elle pourrait peut-être s'en passer. Ce que je trouve choquant dans le débat actuel, c'est qu'on a l'impression, comme l'a très bien dit Jean-Sébastien Ferjou, qu'on essaye de trouver des boucs émissaires, mais que, évidemment, comme par hasard, les boucs émissaires, c'est là où il y a encore un peu d'argent. Donc c'est les actifs, et les actifs qui payent de l'impôt, et les entreprises. Sauf que là, on arrive à un ras-le-bol fiscal qui met en péril le financement du modèle social. Parce que le jour où il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus d'emploi, et il n'y aura pas de modèle fiscal financier. Une question de Christian de Dijon qui dit, il donne un exemple, c'est pour ça que ça m'intéresse et que je le partage. En Bourgogne-Franche-Comté, une charte a été signée pour qu'on puisse évaluer comment ont été utilisées les aides de la région aux entreprises. Donc ce qui est possible à la dimension de la région devrait l'être, parce que là on est au cœur de notre débat. C'est pas tant les aides aux entreprises, c'est qu'elles soient mieux ciblées et surtout mieux contrôlées. Quand on a auditionné Mme Delga et M. Bertrand, on a essayé de faire une présidente de gauche et un président de droite.
on ne l'a pas inclus dans le périmètre parce qu'on n'avait qu'une estimation. Donc nous, on voulait plutôt un chiffre objectivé, comme l'a rappelé le président Rittmann, plutôt que d'avoir une estimation. Donc on a exclu les aides européennes, mais elles sont assez contrôlées, assez vérifiées, et il y a des contreparties assez fortes, et y compris M. Bertrand nous a dit que si les choses n'étaient pas faites, on pouvait y compris demander le remboursement. Donc nous, on le propose d'ailleurs dans le rapport, en disant il faut une condition simple, transparente pour tout le monde, compréhensible par les salariés et le chef d'entreprise, et qu'ensuite, on puisse le contrôler. Et si ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, on demande le remboursement. Les régions sont mieux gérées que l'État. Voilà. C'est quand même une réalité. Je voudrais rebondir sur ce sujet. Sur quelque chose qu'a dit Mme Calmels, sur la recherche de boucs émissaires. Je pense que, pour nous, l'une des révélations pendant l'enquête, c'est d'avoir réalisé que le système qui a pris des dimensions folles quand même dans les 10 dernières années, un système fou, on était à 30 milliards d'aides pour les entreprises dans les années 90, on est passé à 270 milliards, a profondément déstabilisé le financement du modèle social. Parce que, comme tout le monde sait, il n'y a pas d'argent magique et que pour compenser les cotisations patronales qui n'étaient plus payées par les employeurs au nom de la baisse du coût du travail, on a utilisé la TVA, cette fameuse TVA qui est payée par tout le monde quand on va faire ses courses. Donc, on a, au début des années 2017, par exemple, on avait 90% de la TVA qui allait au fonctionnement de l'État, aux services publics, etc. Aujourd'hui, c'est 47%. Le reste va pour compenser les baisses de charges, les baisses d'impôts qui ont été faites. La conséquence de ça, c'est qu'on s'est endetté. C'est la cause profonde de l'endettement à grande vitesse. Donc aujourd'hui, on est face à ce choix profondément politique qui est que de deux choses l'une. Soit on rationalise les aides aux entreprises en regardant ce qui marche et ce qui ne marche pas. Soit on va aller chercher dans les dépenses sociales ce que vous étiez en train de suggérer. Et le pire, juste je finis, le pire, ce serait qu'on ne fasse pas tout et que chacun se range. Jean-Sébastien, très vite, et dernier mot, Virginie Calmels. Vous n'allez pas à la conclusion. Il y a des tas de constats sur lesquels on est d'accord. Le problème, c'est quoi? C'est comment assurer la survie de notre modèle social. Notre modèle social, son financement est assis sur le travail. Ça n'est pas tenable pour des raisons de compétition internationale, ça n'est pas tenable pour des raisons fiscales. Bref, on peut décider de vivre dans un autre monde. Nous vivons dans celui-là. Donc allons au bout. Comment faire pour financer ce modèle de protection sociale quand on a une démographie en berne, avec la natalité, le vieillissement, avec une croissance européenne qui est faible depuis 20 ans, 25 ans maintenant. C'est quasiment le secteur privé, 0 point de croissance depuis 2022, alors que les États-Unis, c'est plus 7,5 dans le même timing. Et autre point que vous avez évoqué aussi, le surcoût de l'administration française, parce que ça pèse sur les entreprises. Véronique Louwagie, députée, l'a estimé à 90 milliards d'euros. Donc les entreprises françaises, le fait de gérer la bureaucratie, ça leur coûte aussi très cher. Vous mangez la dernière minute de débat. C'est terminé. Ce qui coûte cher, c'est la société de rente et d'héritage dans laquelle nous sommes. On a quintuplé les 500 grandes familles, terminer et donc vous serez obligé d'en passer par la caisse. Parce que l'émission est terminée. Merci beaucoup à tous d'y avoir participé. Merci. Je vais rappeler le titre de votre livre, coécrit avec Mathieu Aron. Merci beaucoup, je suis en train de le perdre. Le Grand Détournement, c'est aux éditions Alary. Merci encore d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Public Sénat. Vous pouvez retrouver nos émissions sur publicsénat.fr, nous réécouter en podcast et notez que demain, ce sera le président du Sénat, Gérard Larcher, qui sera l'invité de notre matinale avec Oriane Mancini. Belle soirée.